Aujourd'hui, dans notre Zakweli, nous sommes avec Kalatoumi Abdelati. Bonjour. Bonjour Rafi, bonjour à toutes et à tous. Et comme invité, nous avons notre consultant politique Zaïdou Bamana. Bonjour. Bonjour Kala. Merci d'être avec nous. Mayotte se réveille bloqué, du moins une bonne partie de l'île, une initiative des collectifs. Est-ce que ces blocages, c'est la réponse du collectif par rapport à la manifestation d'hier? C'est par rapport à la manifestation d'hier, mais c'est dans le contexte général. On sait que la situation sécuritaire se dégrade considérablement sur Mayotte, avec la filière d'immigration africaine qui vient s'ajouter à la filière continue des pays de la région, notamment les Comores et Madagascar, et une insécurité qui ne cesse d'enfler. Et donc la réponse pour le collectif, avec quelques syndicats qui soutiennent ce mouvement, est de faire prendre conscience aux élus, à la préfecture et à l'État du pourrissement et de la difficulté qu'éprouvent les Mahorais et les Mahoraises à vivre tranquillement chez eux. Vous dites faire prendre conscience à la préfecture et aux élus. On se souvient de la marche des maires de Mayotte il y a quelques temps de cela. Et hier, on peut dire qu'il n'y avait pas tant que ça d'élus à la manifestation. Pourquoi ? Il n'y avait pas beaucoup d'élus parce que le collectif avait estimé qu'il était beaucoup plus intéressant de mobiliser la population et de permettre à la société civile de parler, pour une fois, d'exprimer une exaspération et sa colère. Une colère rentrée et qui commence là et s'exprimer de manière inédite. En fait, ça n'est pas si inédit que ça. On a l'impression que c'est le mouvement de la crise sécuritaire de 2018 qui a permis la création du collectif qui se répète. Et ça, c'est très dangereux pour l'économie du territoire, etc. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. On a eu 2011, 2018, 2024. Oui, ça veut dire tout simplement... Bis repetita, alors. Bis repetita, et puis une escalade. Parce qu'il n'y a pas eu de réponse suffisamment concertée d'abord et forte, non seulement de la part des élus, mais de l'État. Vous savez aussi que la réponse de la justice vis-à-vis de la délinquance et de la criminalité est régulièrement dénoncée, y compris par les syndicats de police. Donc, la société civile estime que rien n'a été fait tant au niveau local par les autorités en charge que par le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Est-ce que du coup la stratégie du blocage de l'île est la solution? On l'a vu en 2011, les gens réclamaient les 10 kilos de Mabawa à 15 €, si je me souviens bien, ou à 10 €. Finalement, tout est encore plus cher. On a vu 2018, manifestation contre l'insécurité, ça a explosé. Oui. Est-ce que le blocage de l'île est la solution aujourd'hui? Le blocage n'est pas la solution, mais ça peut être une solution ponctuelle. Il faudrait peut-être, à mon avis, faire en sorte que des axes, ou alors des administrations, ou alors certaines institutions politiques soient bloquées. Mais la paralysie de l'île entière n'est pas la solution. Nous l'avons vu, d'abord, l'économie de l'île était mise à genoux, ensuite, nous avions des problèmes énormes à vivre au quotidien du fait de ces blocages. Et puis au final, nous n'avons pas obtenu grand-chose de toutes ces manifestations, ces marches. Et donc, il faut trouver une solution quelconque. En tous les cas, dans le cadre de la loi Mayotte, il y a une discussion qui doit s'engager avec le gouvernement dans les mois à venir. Le texte sera peut-être voté au mois de mars, au mois de juin, et donc la société civile a tout intérêt à mettre le doigt sur cette histoire d'immigration continuelle, perpétuelle, et sur l'insécurité, car il faut des mesures fortes. Il faut qu'il y ait un signal donné par l'État que cette volonté d'apaiser les territoires existe. Mais ces mesures, malheureusement, ne sont pas à l'heure.
Zouri Pour Hamza. autant, doit-on s'attendre vraiment à une mobilisation à l'image de celle qu'on a connue en 2018? Sinon, est-ce que vraiment on a affaire ici à une vraie détermination comme les précédentes fois, les fois précédentes? Il y a une vraie détermination, mais l'organisation n'est peut-être pas la même que la fois dernière. Le collectif est parti divisé cette fois-ci, alors qu'auparavant, c'était un seul collectif. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs chapelles qui se sont montées pour des raisons politiques, pour des raisons d'ego, et il est difficile pour ce mouvement de mobiliser très largement. Nous l'avons vu d'ailleurs avec la manifestation d'hier. Bon, il y a eu un déluge des pluies, mais on a senti que les gens n'étaient pas mobilisés véritablement. Bien que la veille, le collectif avait envoyé des gens pour alerter la population autour de l'île. Il y a donc, d'une part, cette division qui affaiblit le collectif, et puis de l'autre côté, vous n'avez pas l'implication véritable des organisations syndicales. Peut-être que quelques individus aident le collectif, travaillent en concertation, mais il n'y a pas ce front commun qui permettrait véritablement de bloquer l'île d'une part, et puis de peser dans la discussion avec le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une crise de leadership? Je m'explique, hier, pour avoir une interview d'un responsable, c'était très compliqué. Chacun se renvoyait la balle. Non, vas-y toi, non, vas-y toi. Est-ce que ça ne traduit pas là une peur de s'engager ouvertement? Il y a deux choses. Il y a effectivement une peur de s'engager. J'ai remarqué qu'un certain nombre d'élus, et même des membres du collectif, etc., quand ils sont en réunion, préfèrent ne pas utiliser le téléphone. Vous connaissez la méthode pendant les élections. Eh bien, c'est la même chose là. Les gens ont peur parce qu'ils s'estiment être surveillés par les flics, les gendarmes, etc. Tous vous disent « nous sommes sur écoute ». Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ils en arrivent à ne pas parler en français pour compliquer un peu la traduction. Mais il y a le traducteur de l'autre côté. Hein. Oui, mais en tout cas, ça complique un peu la chose. Il y a ce phénomène-là. Donc, l'expression n'est pas véritablement libre. Et ça, c'est la conséquence de tout ce qui se passe là. Le deuxième sujet sur le leadership, c'était la question. Je pense que ça n'est pas simplement une question de leadership. Nous avons, nous aussi, en tant que journalistes, un travail à faire. Vous remarquerez que depuis quelque temps, les élus en réunion et les membres du collectif nous refusent l'accès. Plusieurs réunions ont été bloquées au travail de la presse. Un vrai problème. C'est un vrai problème. Ça veut dire que nous devons, nous, dans notre métier, faire un amende honorable s'il le faut, nous autocritiquer et trouver une autre méthode pour que nous soyons le porte-voix naturel, professionnel, de tout ce qui se passe sur le territoire. Je le dis à chaque fois à ces gens-là, vous faites une erreur. La presse, c'est une manière d'informer la population, de la former aux réactions citoyennes, mais c'est aussi relayer vos messages au niveau national, chez le préfet, etc. Vous devez accepter la critique, parce que ce que vous faites n'est pas parole d'évangile. Et donc, c'est un problème véritable qu'il faut régler. Est-ce que nous sommes au point du divorce avec la France, Zaïdou Bamana? Je pose la question parce qu'hier, un leader des collectifs au milieu du stade avait pris la parole et à un moment donné a dit si la France ne veut pas faire ce que l'on veut, ne veut pas aller dans notre sens quelque part, je paraphrase, dans ce cas-là, qu'elle parte. Et une partie des gens avait applaudi ces mots. C'est une véritable réflexion. Ce terme a été employé au départ lors de la visite de Vigier. Il y avait une rencontre avec les élus et l'ensemble des représentants de la société civile, collectifs et syndicats. Et un des représentants a dit, quand un couple ne s'entend pas, il faut divorcer.
Ça a fait un tollé au sein de l'Assemblée. Et depuis ce temps-là, ce terme est répété à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a une véritable exaspération vis-à-vis de la politique gouvernementale uniquement axée sur la lutte contre l'immigration clandestine et l'insécurité. La réponse gouvernementale attise ce sentiment anti-français qui va grandissant. Mais il n'y a pas qu'au niveau des collectifs quelques individus qui disent cela. Regardez sur les réseaux sociaux, vous trouverez des cadres administratifs, des cadres politiques et des intellectuels qui vous disent « Commençons à réfléchir à un projet alternatif au sein de la France ou en dehors de la France. » Est-ce qu'on n'arrive pas là où la France voulait nous mener finalement? C'est peut-être ça, mais ça n'est pas la France. Nous avons un gouvernement précis. Depuis 10 ans, M. Macron est au pouvoir, je vous le rappelle. Il lui reste 3 ans pour terminer. Et cette expression du dégagisme français en Afrique qui ruisselle sur Mayotte ira en grandissant. À chaque fois qu'il n'y aura pas de volonté gouvernementale de mettre en place les mesures qu'il faut, demandées par le territoire, par les élus et l'ensemble de la société civile, ce mouvement ira grandissant. Je vous rappelle le propos tenu par le maire de Mamoudzou, qui est un cadre du groupe LR, et qui pouvait en être le président, qui a tout simplement dit il faut réfléchir à un autre statut que celui du département. Il parlait d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a une revendication indépendantiste. Donc le propos du maire est vraiment significatif de l'exaspération. Mais il y a quelque chose, là où il se trompe, parce qu'il faut le dire, le problème n'est pas celui du statut. Le problème est celui de la volonté gouvernementale de régler les problèmes. Et pourquoi les gens, dans ce cas-là, sans vous couper, Zaïdou Bamana, pourquoi bloque-t-on des routes et ne pas bloquer les services de l'État? On a l'impression que les collectifs ont peur et rechignent vraiment à s'attaquer aux services de l'État. D'abord, la question peut trouver une réponse simple, c'est qu'il y a une difficulté à mobiliser les Mahorais. Et quand ils vont dans des réunions de cette nature, ils veulent des actions et des actes. Et parfois même, pour certains, des actions violentes. Or, nous sommes toujours dans la démarche pacifique, en manifestation, en protestation, en contestation. Il y a des gens qui sont tout à fait responsables dans ces organisations de la société civile qui ne veulent pas qu'on rajoute aux morts de la délinquance et de la criminalité grandissante des morts issus de manifestations. Cela se comprend tout à fait. Mais pourquoi ces blocages doivent continuer? Ils continueront tant que les collectifs n'ont pas reçu la réponse qu'ils attendent de l'État et notamment des élus. Il a été demandé aux élus de prendre le filet qui a été lancé par le ministre de l'Intérieur Darmanin, de démanteler le camp de migrants africains pour trouver des réponses précises. C'est très bien que le ministre ait dit « on démantèle, je serai ferme, je suis le premier flic de France, je ferai le travail ». Et le collectif dit aux élus « dites à monsieur le ministre et au gouvernement de poser un calendrier. D'accord, vous démantelez, mais quand? Comment et combien? Surtout combien? Combien de personnes allez-vous renvoyer sur la métropole puisque vous estimez qu'ils sont réguliers? Combien de personnes allez-vous renvoyer sur leur pays d'origine? Et quels sont ceux qui vont être parqués ici à Mayotte dans différents endroits? En tous les cas, cette réponse n'est pas venue. Et tant que cette réponse n'est pas venue, ce mouvement va continuer. Il faut donc que le ministre annonce sa venue très vite. Ou s'il ne vient pas, qu'il annonce les mesures par visioconférence depuis là-bas pour que le préfet du territoire exécute. Nous avons une difficulté. Il n'y a pas de ministre à l'heure actuelle chargé de l'outre-mer. Notre préfet qui était en déplacement pendant toute cette période
aura fini son séjour peut-être la semaine prochaine. Donc il y aura une vacance administrative, une espèce de vide qui ne peut que favoriser la chienlit, comme dirait De Gaulle. Nous vivons une période véritablement trouble et dangereuse, parce que vous êtes rendu compte hier, puisqu'on était sur le stade pour le travail, que le collectif avait parlementé avec certains des dirigeants ou représentants des migrants. Il leur avait demandé de sortir du stade, qui est un outil pour la jeunesse, pour l'épanouissement de tout un chacun, qui est utilisé par toutes les familles, pour les escorter jusqu'à la préfecture où il y a de la place. Ils ont absolument refusé. Ils ont refusé pour une simple raison. Parce qu'ils savent que ce sont l'État et la préfecture qui les a placés là. Ils savent que s'ils bougent de là, ils perdront peut-être le fruit de la promesse qui leur a été faite par l'État. La difficulté pour le ministre maintenant, c'est de nous dire combien 700 immigrés africains de plusieurs nationalités, rwandais, congolais, burundais et maintenant des Somaliens. Ce qui vous inquiète beaucoup, j'ai vu selon vos publications sur les réseaux sociaux. Parce que là aussi, on voit que le gouvernement n'a rien fait depuis X temps. Vous avez un texte de 2016. Je crois que c'était un rapport parlementaire sur la sécurité dans la région Océan Indien. À l'époque, ce sont des terroristes qui s'attaquaient aux bateaux de croisière ou aux bateaux marchands. Et le texte disait clairement, Mayotte est une cible. Il faut sécuriser l'ensemble de l'océan Indien. Plusieurs pays s'étaient coalisés pour éviter une propagation du terrorisme et une déstabilisation de notre région et de nos territoires. Depuis, rien n'a été fait. Et donc, nous voyons maintenant une filière africaine qui utilise tous les circuits et qui charrie sur Mayotte des gens dont on ne connaît pas d'où ils viennent véritablement. Vous avez des Chebabs, ce sont des gens qui, là-bas, sont aguerris au terrorisme, ce sont des islamistes radicaux, considérés pour la plupart comme des assassins. Vous avez d'autres communautés qui arrivent ici, qui ont connu des génocides, le Rwanda, après là, etc. Ceux qui sont là, ce sont des demandeurs d'asile. Pour le moment, on ne sait pas si c'est peut-être des victimes dans leur pays. Ce sont peut-être des victimes. Mais combien de victimes sur 3000 demandes d'asile recensées sur le territoire? Combien de victimes? C'est toute la problématique de l'immigration sur le territoire. Combien de victimes? Combien auraient droit? Combien de pourchassés là-bas? En réalité, il ne suffit pas de 100 000 personnes pour déstabiliser ce territoire. Il suffit qu'il y ait des Chebabs, des Somaliens qui sont aguerris à la guerre civile. Il suffit qu'il y ait des génocidaires et il y en a. Hier, quand il y a eu le pourparler, un des réfugiés a sorti un pistolet. On ne sait pas si c'était un pistolet chargé, mais en tous les cas, on sait qu'il y a des armes. Voilà. Mais en tous les cas, on sait qu'il y a des armes. Les jeunes de Cavani qui se sont mobilisés sont informés. Ils avaient dit aux autorités, faites attention, on a découvert des machettes, des cocktails Molotov, c'est en train de se fabriquer nuitamment sur le périmètre, il peut y avoir bain de sang. Heureusement qu'il y a eu la pluie.